monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour un nouveau bilan culturel. Je vais vous parler des séries, des films, des documentaires et des podcasts que j'ai regardés ou écoutés en juin et en juillet parce que je ne l'ai pas fait pour le mois de juin. Comme là c'est l'été, j'avoue que je regarde un peu moins de choses donc j'ai moins de contenu à vous présenter, c'est pour ça que j'ai regroupé 2 mois. On va commencer tout de suite avec les séries. La première série dont je voulais vous parler, c'est la série L'Amie prodigieuse. Elle est passée au mois de juillet sur France 2, je pense. Et je l'ai pas regardée sur France 2, je l'ai regardée en streaming parce que je voulais la voir en italien et j'ai vu une partie d'un épisode en français et j'ai trouvé que le doublage était vraiment catastrophique, donc j'étais contente de la regarder en italien. L'Amie prodigieuse, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est une saga que j'ai beaucoup appréciée. J'avais lu les 3 premiers tomes en 2017 et j'ai lu le dernier tome il y a quelques mois. Et j'étais impatiente de voir ce que ça donnait en série. Et je dois vous dire que j'ai pas été déçue. Je trouve que l'ambiance du livre est très bien retranscrite dans cette série. Après, j'imaginais pas tout à fait le quartier de Naples dans lequel grandissent et vivent Elena et Lila de cette manière-là, mais j'ai quand même beaucoup apprécié la série. Si vous ne connaissez pas du tout l'histoire, en fait, c'est une histoire d'amitié sur de nombreuses années. Mais dans la première saison, on rencontre Elena et Lila lorsqu'elles sont toutes petites. Elles se rencontrent, elles vont ensemble à l'école. Une amitié va naître entre elles, mais c'est une amitié très particulière parce que c'est une amitié qui est toujours basée sur la compétition. C'est-à-dire qu'il faut être meilleur que l'autre et il y a tout le temps cette compétition entre les deux qui s'instaure. Donc amitié un peu compliquée, amitié quand même un peu toxique sur les bords aussi. La première saison, elle fait 8 épisodes d'une quarantaine, cinquantaine de minutes. Et ça représente le premier livre et j'avoue que j'ai quand même trouvé que c'était un petit peu tiré en longueur parce que le livre il est pas si gros, il doit faire 350-400 pages. Il se passe énormément d'événements dans ce livre mais quand même je trouvais que c'était un peu tiré en longueur, surtout les 2 derniers épisodes, le dernier que j'ai trouvé franchement long. Mais ce qui est bien c'est que je me rends compte qu'il y avait plein de choses qui m'étaient sorties de l'esprit et ça m'a permis de tout me remémorer. Et j'ai toujours eu autant de mal que dans le livre à repérer les différents personnages parce que dans le premier livre et donc dans la première saison de la série, il y a vraiment énormément de personnages et c'est super compliqué de s'y retrouver, surtout qu'ils ont des noms qui se ressemblent plus ou moins. J'avoue que je sortais de temps en temps mon bouquin pour m'y retrouver dans les familles de personnages parce que sinon c'est vrai que ça devient vite un peu chaotique et un peu compliqué à suivre. Pas de panique, si vous n'avez pas lu le livre, vous n'aurez aucun problème à suivre la série. Mais sachez que vous risquez d'être un peu perdu au milieu de toutes ces familles, de tous ces personnages que vous allez rencontrer. Mais après, en principe, ça se recentre sur certains personnages importants. C'était en conclusion une très bonne série que j'ai beaucoup apprécié regarder, même si j'ai trouvé que c'était un peu long, mais j'ai hâte de découvrir la suite et de voir comment ils vont adapter le reste. Au mois de juin, j'ai recommencé la série Gilmore Girls. C'est une série dont j'avais déjà vu quelques petits épisodes comme ça, plic-ploc. C'est une série assez vieille, elle date des années 2000, du début des années 2000, et j'avais jamais regardé toute la série en continu, et j'avais commencé ça il y a quelques temps, et il y a des moments où je vais avoir envie de regarder Gilmore Girls parce que c'est quand même une série hyper doudou, et c'est ce qui est arrivé au mois de juin, donc j'ai regardé toute la saison 3 à ce moment-là. Si vous ne connaissez pas du tout l'histoire, c'est l'histoire d'une mère et de sa fille qui vivent ensemble. On suit leur quotidien. La mère a pas d'énormes moyens, elle gère une auberge, un hôtel, et sa fille est très forte à l'école et elle va aller dans une école privée. Et pour ça, il va falloir que les grands-parents payent, mais la mère ne s'entend pas très bien avec ses parents. C'est une relation compliquée et c'est vraiment la série doudou par excellence. Ça fait du bien. C'est drôle, c'est léger, c'est hyper agréable à regarder. Si vous ne connaissez pas, allez-y, mais je pense que vous êtes quand même nombreux à connaître cette série. Il y a une série que j'ai abandonnée au mois de juin, c'est la série Les Demoiselles du téléphone. J'en étais à la 3e saison et je me rendais compte que je m'ennuyais vraiment fortement. Pourtant, j'avais beaucoup aimé la première saison et la 2e, mais la 3e, ça commençait à devenir trop pour moi. Au niveau du rythme, je trouvais ça trop lent et en plus, je déteste les séries où il arrive 40 milliards de péripéties à chaque personnage et c'est ce qui est en train de se passer. Donc les personnages vivent des trucs mais improbables. Toutes les 10 minutes, il se passe des énormes catastrophes. Ça m'a saoulée clairement et je me suis dit que ça servait à rien de continuer. Surtout que je pense
avoir entendu dire que c'était de plus en plus lent au fur et à mesure des séries, et ça c'était hors de question. J'ai pas envie de regarder une série qui a des épisodes en plus super longs pour m'ennuyer à chaque fois que je regarde un épisode, et donc j'ai arrêté. Et j'ai vu plein de gens parler de la dernière saison, le dernier épisode, plein de gens ont pleuré, je ne saurais jamais ce qui se passe, parce que je crois que je ne reprendrai pas cette série. L'idée était super sympa, mais vraiment trop d'éléments improbables, trop d'ennuis, et en plus, je trouve que certaines actrices ne jouaient pas très bien. La dernière série dont je voulais vous parler, c'est une série de documentaire, donc c'est le documentaire sur Jeffrey Epstein ou Epstein, je ne sais pas comment dire parce que dans le reportage, quand ils parlent anglais, ils disent Epstein, donc on va dire ça comme ça. Si vous ne le connaissez pas, en fait, c'est un homme d'affaires qui a abusé de plein de jeunes femmes mineures, de jeunes filles, du coup. Ça fait froid dans le dos de voir tout ce qu'il a fait, et le reportage, un reportage Netflix, va vraiment se baser sur cette histoire que je ne connaissais pas. Pour être honnête, je ne savais pas ce qui s'était passé. Et on a plein de femmes maintenant adultes qui viennent témoigner de ce qu'elles ont vécu, du réseau de prostitution dans lequel elles ont été entraînées, ou bien dans lequel elles ont entraîné d'autres personnes, parce qu'on voit que c'est un homme extrêmement rusé qui a beaucoup manipulé les jeunes femmes. Franchement, c'était horrible, et on a tellement de compassion pour ces femmes qui témoignent de ce qu'elles ont vécu alors qu'elles étaient mineures, et ce qu'elles ont vécu est absolument atroce. J'ai trouvé que le reportage était très bien fait parce que on comprend très bien ce qui s'est passé. On comprend à quel point la justice aux États-Unis, bon après la justice en dehors des États-Unis n'est pas top non plus, mais aux États-Unis quand t'as de l'argent, tu peux toujours essayer d'un petit peu t'en sortir. Et j'ai vraiment trouvé que c'était très intéressant. Si le sujet vous intéresse, ça fait que 4 épisodes, donc c'est hyper vite regardé et c'est super prenant. En fait, je me rends de plus en plus compte que j'adore ce genre de documentaire sur des faits réels. Notamment, je vous avais parlé de l'affaire du petit Grégory, j'avais adoré regarder ça aussi. C'est hyper bizarre de dire adorer parce que évidemment, il y a des vraies victimes. C'est pas une série policière, c'est de vraies personnes qui ont souffert énormément, et j'en ai tout à fait conscience. Mais moi, en tant que consommatrice, ça m'intéresse énormément de regarder ça. Donc quand je dis adorer, ne le prenez pas dans un sens qui ne serait pas le bon, qui serait pas celui que je veux défendre. C'est juste que je trouve ça passionnant à regarder et absolument révoltant, mais je trouve que ce genre de reportage, c'est hyper important. Et c'est hyper important qu'on lève le voile sur cette affaire qui a trop longtemps été masqué. Je vous conseille vraiment ce reportage qui est très bien fait. Je vais maintenant passer au film. Le premier film que j'ai regardé, j'avoue que j'en ai pas énormément de souvenirs. C'est le film Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, avec notamment Adèle Haenel. C'est un film dont on avait pas mal parlé lors de la cérémonie des Césars. C'est un film historique. On va suivre une jeune peintre qui va aller dans une demeure de la noblesse française pour peindre une jeune femme. Cette jeune femme vient de sortir du couvent et en fait elle est promise en mariage à un homme, et pour sceller ce mariage il faut avoir un portrait d'elle, ce qu'elle refuse, ce à quoi elle s'oppose car elle ne veut pas se marier, donc elle ne veut pas qu'on fasse son portrait pour retarder l'échéance, et la peintre va donc essayer de peindre son portrait sans lui dire et va passer beaucoup de temps avec elle. C'est un film que j'ai trouvé beau parce que les images sont magnifiques, vous avez des couleurs qui sont superbe, mais j'ai trouvé que c'était quand même franchement lent. Je me suis un peu ennuyée en le regardant. Le jeu des actrices est bon, honnêtement, c'est très crédible, on y croit. Je pense que j'avais jamais vu de film avec Adèle Haenel. Je dis des bêtises, j'avais vu 120 battements par minute. Mais en tout cas, je l'ai vraiment trouvée excellente dans ce film. Et l'autre comédienne aussi, je suis désolée, je ne sais pas son nom, je vous l'écrirai ici. Elle porte très bien le film, et d'ailleurs, il y a très peu de personnages, donc c'est vraiment ces deux actrices qui portent tout le film. Les décors sont beaux, les images sont belles, mais c'est quand même un peu plat, je trouve. Il y a une histoire assez subversive qui va venir se mettre en place et qui est intéressante, mais de manière générale, ça ne m'a pas marqué énormément, et je l'ai vu il y a 1 mois et demi, quelque chose comme ça, et je me rappelle même pas de comment ça finit. Donc c'est pour vous dire, ça m'a pas non plus retourner le cerveau. Autre film français, c'est Je préfère qu'on reste amis de Toledano et Nakache. Celui-ci est sur Netflix, les autres ne sont pas sur Netflix, mais celui-ci il y est. C'est le premier film de Toledano et Nakache, donc c'est ceux qui ont réalisé Intouchable, Nos jours heureux, Samba, Le sens de la fête, ils sont très connus en France maintenant. C'est leur premier film qui était en 2004-2005.
et j'avais envie de le regarder parce que déjà j'aime bien ces réalisateurs et scénaristes, et en plus il y a Jean-Paul Rouve et Gérard Depardieu et j'aime bien ces acteurs. Pour ce qui est de l'histoire, on a le personnage qui est campé par Jean-Paul Rouve, qui est un homme extrêmement introverti, qui n'a aucun succès avec les femmes, et il va rencontrer le personnage interprété par Gérard Depardieu, qui est son exact opposé, hyper à l'aise en société, qui discute, qui a la tchatch, qui arrive très facilement à séduire des femmes, et tous les deux ils vont être en recherche du grand amour. Donc ils vont devenir hyper amis et ensemble vivre plein de choses pour trouver le grand amour. Les deux acteurs principaux sont chouettes comme d'habitude, moi c'est les acteurs que j'aime bien. Par contre le film manque de rythme. Il y a un problème de rythme, il y a des moments où c'est chouette, c'est intéressant, le début c'est sympa, ça se laisse bien regarder, puis vers le milieu il y a un moment où c'est vraiment très creux. Et deuxième gros problème pour moi, c'est que tous les personnages secondaires étaient ultra stéréotypés, et ça c'est dommage. Heureusement, Toledano et Nakache se sont améliorés avec le temps et maintenant produisent des films de très très bonne qualité. Je crois que mon préféré restera À jamais nos jours heureux, mais ils font vraiment des chouettes films actuellement. Le dernier qui était hors norme était très bon. Celui-ci est clairement le moins bon. C'est vraiment une comédie française classique et pas très innovante et pas passionnante. Ensuite, j'ai regardé un film belge, c'est Le 8e jour de Jaco van Dormael avec Jacques Duquesne et Daniel Auteuil. J'avais très envie de regarder ce film parce que je pense que je n'avais jamais regardé un film avec un acteur trisomique 21 et ce film-ci traite vraiment de cette thématique-là. On y suit le personnage de Daniel Auteuil qui est un cadre bien rangé, qui est divorcé, qui vit tous les jours la même chose parce qu'il va au travail, il rentre, il fait tous les jours exactement la même chose à la même heure et il va rencontrer le personnage joué par Jacques Duquesne qui est donc... C'est Jacques ou Pascal? Pourquoi je dis Jacques? J'espère que je dis pas Jacques depuis le début parce que c'est complètement Pascal Duquesne. Ils vont se rencontrer par hasard et ils vont nouer une amitié hyper forte malgré leurs différences, malgré leur vie complètement différente et justement ils vont s'apprendre beaucoup de choses l'un l'autre. C'est un film de Jaco van Dormael, je sais pas si vous connaissez ce cinéaste, mais il fait souvent des choses un peu perchées, notamment il a aussi fait Mr. Nobody. Et ici, ça ne manque pas, il y a des passages complètement métaphoriques, poétiques, mais qui m'ont un peu dérangé dans ce genre de film parce que le film est très réaliste, et puis d'un coup, vous avez des passages où Pascal Duquesne se met à voler. Ok, je peux comprendre la métaphore, mais c'est pas ce qui me plaisait le plus dans le film. Et en plus, j'ai trouvé quand même que c'était un petit peu long, mais le message, il est très beau et ça reste un beau film avec une très belle interprétation des acteurs et c'est très touchant forcément. C'est difficile de ne pas être touché par ce genre de film qui porte des thématiques aussi fortes. Le dernier film dont je voulais vous parler, c'est Le Seigneur des Anneaux. La trilogie est passée sur TF1 en juin et j'ai regardé les 3 films. Je les avais déjà vus, mais... attention, unpopular opinion, je n'aimais pas spécialement Le Seigneur des Anneaux, voire je n'aimais pas trop. Et pour la première fois, j'ai réussi à les regarder et à les apprécier. C'est-à-dire que j'ai passé un super bon moment en regardant les 3 films. À la base, moi, j'aimais pas trop parce que je trouvais l'univers hyper compliqué, j'avais du mal à accrocher, j'aime pas les scènes de grosses batailles, donc ça m'intéressait pas tellement. Et là, je me suis dit, allez, t'essayes de le regarder sans a priori, avec un regard neuf, et ça a super bien fonctionné et j'avais l'impression que je ne les avais jamais vus parce que à part le début du 1, la moitié du 1 je me rappelais bien et puis je me rappelais de rien, donc c'était une découverte totale et j'ai passé un super bon moment, j'ai trouvé ça magnifique, les paysages sont incroyables, honnêtement. Chaque fois qu'on voyait un nouveau plan, je disais ah waouh, c'est beau, c'est super beau. Et à part Frodon que je hais, franchement, si vous êtes dans ma team à détester Frodon, dites-le moi parce que dès qu'on le voyait, j'avais envie de le gifler. Et Sam, par contre, je l'aime à mort. Voilà, comme ça, vous avez mes opinions sur les personnages du Seigneur des Anneaux. J'ai passé un très bon moment en regardant le Seigneur des Anneaux et j'en ai été la première surprise et j'attendais toutes les semaines que le film sorte pour le regarder parce que c'était toujours un super bon moment pour moi. Maintenant, je vous parle rapidement d'autres choses plutôt dans le domaine de l'humour. La première chose, c'est un spectacle de One Woman Show que j'ai regardé sur Netflix. C'est un spectacle qui s'appelle Nanette et qui est de l'humoriste Anna Gatsby. C'est un spectacle très particulier parce qu'il faut savoir que c'est de l'humour très engagé. Anna Gatsby, c'est une femme et elle est lesbienne et c'est quelque chose qui va beaucoup
revenir dans son spectacle. Elle va aborder la question de la sexualité, elle va aborder la question du genre, elle va aborder plein de thèmes comme ça sur l'identité et sur la sexualité, et elle le fait au début avec beaucoup d'humour. Et après, on bascule dans quelque chose qui n'est plus de l'humour. On bascule vraiment dans un spectacle engagé. Et j'ai adoré ça. Donc, c'est-à-dire que le spectacle, il est vraiment pas long. Et vous avez toute une partie, plus ou moins la moitié, peut-être un peu moins de la moitié, où vous ne rigolez pas. Mais où vous prenez conscience de plein de choses. Après, c'est des choses à propos desquelles j'avais déjà pas mal réfléchi, mais j'ai adoré la manière dont Hannah Gadsby a amené ça. C'est un type de spectacle très très spécial. Il y en a un autre qui est sur Netflix que je vais regarder également. Tout ce qu'elle disait m'a percuté en plein cœur et j'ai beaucoup aimé cet aspect, passer du rire au frisson en quelques minutes, parce que ça a vraiment été ça au début. J'étais c'est rigolo, et puis d'un coup, bam, elle te balance des trucs qui font que tu as la chair de poule, et je vous recommande chaudement de regarder ce spectacle. Deuxième chose en lien avec l'humour, c'est le reportage Voulez-vous rire avec moi ce soir. Donc Nanette et celui-ci sont sur Netflix tous les deux. Le principe il est simple, on est avec un humoriste qui s'appelle Yacine Bellouz qui est français et qui va aller voir des artistes de stand-up partout dans le monde. Plus ou moins partout dans le monde. Il va pas faire du tout tous les pays, il va rester cantonné vraiment à une certaine zone, mais son but c'est de regarder est-ce qu'on rit de la même chose, de la même manière dans tous les pays selon les cultures différentes, parce que l'humour c'est quand même quelque chose qui est très culturel. Là il s'est cantonné plus ou moins aux États-Unis, à l'Europe, à la Russie, mais il est resté dans cette zone-là. Mais moi j'aurais aimé qu'on aille en Afrique, qu'on aille en Asie, qu'on aille en Amérique du Sud, parce que je pense que tout est encore très différent. Je pense qu'on n'a pas du tout le même humour que chez nous. Ce qui est drôle, c'est qu'on va dans certains pays qui sont réputés ne pas être drôles, comme l'Allemagne, et bien sûr on se rend compte que ce sont des énormes clichés parce qu'ils sont de très bons humoristes. On se rend compte qu'au Canada, l'humour est encore tellement différent de chez nous. Enfin, vraiment, j'ai trouvé que c'était un chouette reportage. Si ce sujet du stand-up peut vous intéresser. Après, on n'en retire pas non plus énormément d'infos, hein, mais j'ai quand même trouvé que c'était un très chouette moment et que j'ai bien aimé regarder ça. Surtout que dans les humoristes français, il y avait quand même des humoristes que j'aime bien, comme Ken Kojandi et Blanche Gardin. Donc c'était chouette aussi de les entendre, parce que, oui, c'est ça que j'ai oublié de dire, il va vraiment aller parler en tête-à-tête avec plein d'humoristes de plein de nationalités, et ça fait des échanges hyper riches et hyper sympa. Je termine avec un podcast. C'est un podcast cinéma, mais alors un podcast cinéma qui ne se prend pas la tête du tout. C'est le podcast 2 heures de perdu. Je voulais vous en parler parce que c'est un podcast qui me fait énormément rire et qui me met dans une situation extrêmement gênante, parce que parfois ça me fait rire quand je me balade dans la rue et je ris toute seule. Donc c'est un peu horrible. Si je suis dans une rue toute seule, ça va, mais ça m'est arrivé dans une rue où il y avait plein de gens et je ne pouvais pas contrôler un fou rire, et c'était assez gênant. C'est un podcast cinéma qui chaque fois va s'attaquer à un film. Donc ils vont parler pendant 1h, 1h30 d'un seul film. C'est une équipe de 5 personnes en général qui va parler du film, mais alors ils vont en parler sans pression, hein. Ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas du tout cinéphile, vous n'allez pas du tout être perdu. C'est un humour très potache, c'est vraiment un humour très con et ça me fait mourir de rire. Et chaque fois ils vont prendre un film et ils vont d'abord vite fait faire un résumé, donner leur avis, et après ils vont reprendre le film vraiment étape par étape, donc toutes les scènes importantes, et ça va partir sur des blagues et sur des choses, ça vole pas toujours très haut, mais moi je trouve ça très drôle. Par contre, n'écoutez, si vous voulez écouter, n'écoutez que les épisodes pour lesquels vous avez vu les films, ou si vous vous en fichez d'être spoilé, parce qu'ils vous racontent tout, vous êtes spoilé dans tous les sens. Heureusement, le premier épisode que j'ai écouté, c'était sur le 6e sens, que j'ai déjà vu pas mal de fois, donc je connaissais tout, mais je me suis rendu compte qu'il spoilait directement, donc je préfère prévenir, ça spoil complètement. Et c'est un podcast que je trouve vraiment sympa et que j'écoute avec grand plaisir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura pas été trop longue parce que j'ai beaucoup parlé, j'ai l'impression. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu des bons films ou des bonnes séries dernièrement, parce que je suis toujours en recherche, surtout de films. N'hésitez pas à me dire, surtout s'ils sont sur Netflix, c'est encore mieux. J'en cherche très souvent, donc si vous avez des bonnes recommandations, je suis preneuse. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Gros bisous!